Le visage de l'employé de Medicaid devint livide. « Monsieur Carter !» murmura-t-elle. « D'après ce dossier, vous êtes mort en 1990. » J'ai failli rire. Je m'appelle Daniel Thomas Carter. J'avais 32 ans et j'étais assis dans un petit bureau administratif étouffant, avec mes derniers 52 $ pliés dans mon portefeuille. Mes mains calleuses serraient des papiers d'assurance périmés. J'avais été licencié de la Syrie 6 semaines plus tôt. Un accident de chariot élévateur avait gravement endommagé mon épaule. Les factures médicales avaient englouti toutes mes économies et pour la première fois de ma vie adulte, j'avalais ma fierté pour demander de l'aide. « C'est impossible, dis-je. J'utilise ce numéro de sécurité sociale depuis que j'ai obtenu mon premier emploi à 18 ans. » L'employée, Maria Alvarez, tapa autre chose sur son ordinateur. La confusion sur son visage se transforma en quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle attrapa son téléphone d'une main tremblante et pendant un bref instant, je repensai à l'homme qui m'avait appris ce que signifiait ne pas appartenir à une famille. Robert Bennett avait épousé ma mère, Suzanne, lorsque j'avais 8 ans, 2 ans après la mort de mon père, Thomas Carter, dans un accident de camion. Robert ne m'avait jamais frappé. Il ne m'avait jamais affamé. Il s'était simplement assuré que je comprenne chaque jour que j'étais un poids, qu'il avait accepté en épousant ma mère. Sa vraie fille, Sophie, prenait des cours de danse et avait droit à de grandes fêtes d'anniversaire. Moi, j'avais droit aux vêtements usagés et au silence à table. « L'argent ne pousse pas sur les arbres », disait-il. « Il faut donner la priorité à la famille. » Le message était assez clair. Je ne faisais pas partie de la famille. Le jour de mes 18 ans, mes affaires étaient déjà emballées et posées près de la porte d'entrée. « Tu es un homme maintenant », annonça Robert depuis son fauteuil, sans même prendre la peine de se lever. « Tu n'es plus sous ma responsabilité. Pour être honnête, tu ne l'as jamais vraiment été. » Ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tordant nerveusement un torchon entre ses mains. Elle était incapable de me regarder dans les yeux. Elle ne dit pas un seul mot. Seule Sophie, qui n'avait que 12 ans, sortit en courant, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Daniel, ce n'est pas normal. » Pendant 15 ans, j'avais construit ma vie uniquement grâce à mon entêtement. Des chantiers de construction, des entrepôts, puis finalement la scierie. Je n'avais plus jamais demandé quoi que ce soit à personne. Je me répétais que je n'avais pas besoin de l'approbation de Robert ni de l'amour de ma mère. J'avais ma fierté et mon salaire, et cela me suffisait jusqu'à la fermeture de la scierie, jusqu'aux factures médicales, jusqu'au jour où je me retrouvais dans ce bureau pendant qu'une employée me regardait comme si j'étais une scène de crime. « Monsieur, » dit Maria avec précaution, « je vais vous demander de rester assis. Mon supérieur arrive. Qu'est-ce qui se passe ?» Ma voix monta suffisamment pour que plusieurs personnes dans la salle d'attente se retournent. Un agent de sécurité près de la sortie changea de position, sa main se rapprochant de sa radio. « Le numéro de sécurité sociale que vous utilisez a été signalé par Interpol dans les années 90, dit Maria. Il appartient à un enfant déclaré mort dans un accident de camion avec son père. Les lumières fluorescentes semblèrent soudain beaucoup plus fortes. Mon père est mort dans un accident de camion, dis-je. Les mots sortirent mécaniquement. En 1997, j'avais 6 ans, je me souviens de l'enterrement. L'enfant qui est mort, répondit-elle doucement, avait 3 ans. Un homme grand vêtu d'un costume bleu marine arriva à son bureau. Victor Reynolds, un supérieur qui avait probablement déjà vu toutes sortes de catastrophes administratives imaginables. Il regarda l'écran, puis mon visage et son expression professionnelle se fissura. Dans cette fissure, je vis quelque chose de pire que tout ce que Robert m'avait jamais montré. De la reconnaissance. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Puis, plus fort, à l'attention de Maria. « Verrouillez immédiatement son dossier. N'appelez personne d'autre. Je dois d'abord passer un appel très précis. » Il se tourna vers moi. « Monsieur Carter, ou qui que vous soyez réellement, vous devez vous préparer. Tout ce que vous croyez savoir sur votre vie est sur le point de changer. » Je restai assis avec mes 52 $ et mes mains tremblantes, et je compris que le fait d'avoir été rejeté à 18 ans parce que je n'étais pas du sang de Robert n'était rien comparé à ce qui m'attendait. La découverte que je n'étais peut-être le sang de personne. Victor tira une chaise et s'assit en face de moi. « Parlez-moi de votre tout premier souvenir, » dit-il. « Pas de ce qu'on vous a raconté, de ce dont vous vous souvenez réellement. » Je fermai les yeux. Une cuisine jaune, des tournesols sur le papier peint, ma mère qui chantait en préparant le repas. Mais lorsque j'essayais de retenir ces détails, ils glissaient entre mes doigts comme de l'eau. « Après la mort de mon père, nous avons beaucoup déménagé, dis-je. Ma mère disait que nous n'avions pas les moyens de rester au même endroit. Vous dites que votre père est mort lorsque vous aviez 6 ans, répondit Victor calmement. Alors pourquoi auriez-vous déménagé avant cela ?
La contradiction me frappa comme une vague d'eau glacée. Je n'avais aucune réponse. « Monsieur Carter », continua Victor, « les anomalies dans vos souvenirs, les trous dans votre mémoire et le fait que vous viviez sous l'identité d'un enfant décédé, tout cela mène à une possibilité. Vous avez peut-être été enlevé lorsque vous étiez très jeune et élevé sous une fausse identité. C'est complètement insensé, répondis-je automatiquement. Mais au moment même où les mots sortirent de ma bouche, certaines pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. L'hostilité permanente de Robert, l'incapacité de ma mère à me regarder lorsqu'on parlait de mon père et l'absence totale de photos de moi avant l'âge de 7 ans. Mon téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro que je ne connaissais pas apparut à l'écran. « Restez où vous êtes. Votre vraie mère vous cherche depuis 32 ans. Agent Rachel Morgan, division des enfants disparus du FBI. » La pièce se mit à tourner autour de moi. Victor était déjà au téléphone, parlant à voix basse et rapidement. Je me levai avec difficulté. « Je n'ai rien fait de mal, dis-je. Si utiliser ce numéro constitue une infraction quelconque, je n'en savais rien. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, répondit Victor. Nous devons simplement comprendre ce qui se passe. 2 heures plus tard, j'étais assis face à l'agent Rachel Morgan dans une salle de conférence d'un bâtiment fédéral qui sentait le vieux café et le produit nettoyant pour moquette. Elle posa plusieurs photographies sur la table, comme si elle distribuait des cartes. « Votre vrai nom est Michael Daniel Hayes », dit-elle en faisant glisser vers moi la photo d'un jeune couple tenant un bébé dans ses bras. Les yeux verts de la femme me fixaient. C'était exactement la même couleur que les miens, jusque dans la petite tache dorée près de l'iris. Né le 15 mars 1991 à Tulsa. Vous aviez 6 mois lorsque vous avez été enlevé. Et elle sortit ensuite un rapport de police vieux de plusieurs décennies. En septembre 1991, votre mère, Elena Hayes, faisait ses courses sur un parking. Une femme s'est approchée d'elle pour lui demander son chemin. Pendant qu'Elena était distraite, quelqu'un d'autre vous a retiré du chariot. 30 secondes. Du début à la fin, les images des caméras de sécurité étaient mauvaises, mais nous savons maintenant que cette femme était Suzanne Bennett. « Suzanne », répétai-je. Ma mère, le vrai fils de Suzanne, le véritable Daniel Thomas Carter, est mort avec son père dans un accident de camion. Mais ce n'était pas en 1997, c'était en mars 1990, et l'enfant n'avait pas 6 ans, il en avait 3. Elle laissa ces mots s'installer dans le silence. Suzanne vous a probablement raconté cette histoire tellement de fois que votre esprit a fini par construire de faux souvenirs pour qu'ils correspondent. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit dans les affaires de ce genre. Les enfants acceptent ce qu'on leur raconte et construisent leur identité autour de ces histoires. Elle fit glisser une autre photographie vers moi. Une femme d'une 50aine d'années, les yeux rouges après des décennies de larmes, mais brillants d'une émotion qui ressemblait incroyablement à de l'espoir. Elena Hayes, votre mère, elle n'a jamais cessé de vous chercher. Elle dirige aujourd'hui un centre pour enfants disparus. Ils ont retrouvé plus de 200 enfants en 30 ans. Votre père, Michael, a pris une retraite anticipée pour l'aider à gérer le centre. Vous avez un petit frère, Lucas, né 3 ans après votre disparition. Il a maintenant 30 ans. Il travaille dans le bâtiment à Broken Arrow. Puis elle me parla de Robert. Il coopère pleinement. Quand vous aviez 17 ans, Suzanne était ivre une nuit et lui a tout raconté. Elle lui a dit que vous n'étiez pas vraiment Daniel, qu'elle vous avait enlevé après la mort de son fils parce qu'elle ne supportait pas le vide qu'il avait laissé. Robert allait immédiatement la dénoncer, mais elle l'a supplié d'attendre vos 18 ans afin que toute votre vie ne s'effondre pas alors que vous étiez encore mineur. Il a accepté, à une condition, que vous quittiez la maison et que vous ne reveniez jamais. Alors, au lieu de me dire la vérité, murmurai-je, il m'a simplement rejeté. À sa manière tordue, répondit Morgan. Il pensait vous protéger. Il croyait que vous faire partir était préférable à vous faire découvrir que toute votre vie était un mensonge alors que vous étiez encore un enfant sous son toit. C'est pour ça qu'il disait toujours que je n'étais pas de son sang. Il savait que je n'étais le sang de personne. Du moins, pas de la personne que je croyais. Vous vous trompez, répondit Morgan. Vous êtes bien le sang de quelqu'un. Vous êtes le fils biologique d'Elena et de Michael Hayes. Ils vous attendent depuis 32 ans. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Êtes-vous prêt ? Je ne l'étais pas, mais je hochai la tête. La porte s'ouvrit et le temps s'arrêta. Elena Hayes se tenait immobile dans l'encadrement de la porte, plus petite que je ne l'avais imaginé. Une main couvrait sa bouche. Les larmes coulaient déjà sur ses joues. Derrière elle, Michael Hayes s'accrochait au cadre de la porte, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de tomber. « Mon garçon », murmura Elena. « Mon bébé ».
Elle traversa lentement la pièce comme si j'allais disparaître au moindre mouvement trop brusque, puis elle posa ses doigts tremblants sur mon visage. « Tu as le menton de ton grand-père », dit-elle en riant à travers ses larmes. Je me suis toujours demandé si tu lui ressemblerais en grandissant. Je ne me souviens pas de toi, dis-je, détestant la façon dont ces mots sonnaient, mais ayant besoin de les prononcer. Je suis désolé, je ne me souviens de rien. Tu n'avais que 6 mois, répondit Helena, sa main toujours posée sur ma joue. Nous ne nous attendions pas à ce que tu te souviennes. Nous voulions simplement que tu rentres à la maison. Puis elle me prit dans ses bras et quelque chose en moi qui était resté gelé depuis mes 18 ans, depuis le jour où un sac de voyage avait été posé sur le porche et où une porte moustiquaire s'était refermée derrière moi, commença enfin à fondre. Michael nous entoura tous les deux de ses bras. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme qui ressemblait à une version de moi issue d'une autre vie, une vie plus douce. Il me regardait avec des yeux qui reflétaient exactement les miens. « Mon frère, mon vrai frère, nous avons tellement de choses à te raconter, » murmura Helena contre mon épaule. « Tellement de temps à rattraper. Bienvenue à la maison, Michael, bienvenue chez toi. » 3 mois plus tard, je me tenais dans ce qui avait autrefois été ma chambre de bébé à Tulsa. Helena l'avait conservée exactement comme elle était le jour de ma disparition. Le berceau, l'ours en peluche de mon premier Noël, la frise alphabet qu'elle avait peinte elle-même pendant sa grossesse. De minuscules vêtements étaient toujours suspendus dans le placard, attendant depuis 32 ans un bébé qui n'était jamais rentré à la maison. « Je n'ai pas pu changer cette chambre, » me dit-elle. « Michael voulait le faire après 10 ans, mais je savais que tu reviendrais. Une mère le sait. » La maison des Hayes n'avait rien à voir avec celle où j'avais grandi. Des photos couvraient en chaque surface, avec même des images de vieillissement montrant à quoi j'aurais pu ressembler à 5 ans, à 10 ans, puis à 20 ans. Chaque année, ils avaient célébré mon anniversaire avec un gâteau et une chaise vide. Lucas me raconta qu'il parlait parfois à ma photo comme si je pouvais l'entendre, lui racontant ses secrets et lui promettant qu'un jour il apprendrait à son frère disparu à faire du vélo. Suzanne fut condamnée à 15 ans de prison pour enlèvement. Dans ses aveux, elle s'effondra complètement. Elle expliqua comment la perte de son fils avait détruit quelque chose en elle, comment elle m'avait aperçu seule dans un chariot pendant 1 seconde où personne ne regardait, et comment elle avait pris une décision qui avait détruit toutes les vies qu'elle avait touchées, y compris la sienne. Elle avait utilisé l'identité de son fils décédé pour moi, déménagé constamment pendant mes premières années afin d'éviter d'être retrouvée. Et finalement tellement crue à sa propre histoire qu'elle avait presque oublié qu'elle était fausse. Robert a obtenu une peine avec sursis pour avoir dissimulé le crime après l'avoir appris. Sophie reprit contact avec moi après que toute l'affaire fut révélée. « Je me suis toujours demandé pourquoi papa te détestait autant », me dit-elle autour d'un café. « Maintenant, je comprends. Il avait peur de la vérité. Il avait peur que maman aille en prison, peur de tout perdre. Il a choisi la solution du lâche. » Nous essayons maintenant de construire une sorte de relation, même si c'est compliqué de savoir que sa mère a volé quelqu'un à sa propre mère. La famille Hayes ne m'a pas seulement rendu mon nom, elle m'a donné un but. Je travaille maintenant au centre familial, en utilisant ma propre histoire pour aider d'autres familles qui attendent encore. L'année dernière seulement, nous avons retrouvé 15 enfants disparus. Lucas et moi travaillons ensemble dans le bâtiment. Il possède l'entreprise et m'en a fait associer dès mon premier jour. 30 ans, c'est long pour être enfant unique, m'a-t-il dit. J'ai accumulé beaucoup de trucs de frère pendant toutes ces années. Il ne plaisantait pas. Des sorties à la pêche, la restauration d'un vieux camion avec Michael, des repas du dimanche où personne ne se demande qui est vraiment du même sang que qui, parce que nous sommes tous une famille. Ma grand-mère, Margaret, la femme qui avait passé 27 ans à croire que j'étais son petit-fils biologique, a conduit directement jusqu'à Tulsa dès qu'elle a appris la vérité. « Je me fiche de ce que dit l'ADN, dit-elle aux Hayes. J'ai aimé ce garçon pendant 27 ans. Cela fait aussi de lui mon petit-fils. » Ils l'ont accueilli sans la moindre hésitation. Aujourd'hui, j'ai plus de grand-mère que je ne sais quoi en faire. Les 52 $ que j'avais dans mon portefeuille ce jour-là sont maintenant encadrés sur mon bureau au centre de la fondation. Ils me rappellent que toucher le fond peut être le début d'un nouveau départ plutôt que la fin. L'indemnisation que j'ai reçue après mon accident à la scierie a été entièrement consacrée à l'amélioration de nos logiciels d'enquête et à l'embauche d'un chercheur à temps plein. Parce qu'en étudiant mon propre dossier, j'ai appris quelque chose que je n'oublierai jamais. L'épicerie où j'avais été enlevé avait fait l'objet de 3 enquêtes distinctes au fil des années. À chaque fois, les enquêteurs n'étaient qu'à un seul témoignage de retrouver Suzanne. Un client l'avait vue, mais n'avait pas pensé que cela avait suffisamment d'importance pour le signaler. Un agent de sécurité avait remarqué la camionnette, mais n'avait jamais noté la plaque d'immatriculation. À un seul moment,
Une seule personne aurait pu tout changer, mais personne ne l'a fait. Alors maintenant, lorsque je prends la parole lors des événements de la Fondation, je répète toujours la même chose. Si quelque chose vous semble anormal, parlez-en. Faites confiance à votre instinct. Vous pourriez être la personne qui permettra à quelqu'un de rentrer chez lui. J'ai passé 32 ans sous le nom de Daniel Thomas Carter, un fantôme portant le nom d'un garçon qui était mort avant même que j'apprenne à marcher. À 18 ans, un homme m'a rejeté en me disant que je n'étais pas de son sang, sans jamais savoir que j'étais bien le sang de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait jamais cessé de me chercher, qui n'avait jamais cessé d'espérer et qui n'avait jamais cessé d'aimer un fils qu'elle n'avait pas vu depuis qu'il avait 6 mois. Parfois, le pire moment de votre vie n'est qu'une porte. Ce numéro de sécurité sociale erroné n'a pas seulement révélé mon passé. Il m'a offert un avenir, une vraie famille, un véritable but, une vérité plus lourde et plus réelle que n'importe quel mensonge auquel j'avais cru pendant 30 ans, qui détaille des 32 ans. Le garçon à qui l'on avait dit qu'il n'était le sang de personne s'est finalement révélé être le monde entier de quelqu'un. Et cette personne avait attendu 32 ans pour lui dire 2 mots. Bienvenue chez toi,